Allez, Paris Direct se poursuit avec votre rendez-vous. Il est 14h30 à Paris. Bienvenue dans Derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et pour le coup, aujourd'hui, une photo qui nous vient du terrain avec vous, Tarek Kaye. Bonjour. Vous venez de passer une dizaine de jours en Ukraine. Vous avez évolué sur différents fronts, notamment les points chauds du front à l'est de l'Ukraine. On va commencer par l'image. La photo que vous nous ramenez aujourd'hui. Voilà, elle apparaît à l'écran. Décrivez-nous ce qu'on y voit et surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oui, il s'agit d'un Chuika 3.0, ce qu'on voit à l'écran. Un Chuika 3.0, c'est un intercepteur de drone. Voilà. Un intercepteur de drone, c'est un outil qui est indispensable aujourd'hui pour toute personne qui souhaite se rendre dans la région du Donbass. Pourquoi indispensable ? Parce qu'avec ce ciel ukrainien, et notamment celui du Donbass qui est saturé de drones, qui soient des drones de reconnaissance, de combat, d'attaque, des drones kamikazes, cet outil-là permet justement de pouvoir savoir si dans cet entourage dans lequel on se trouve, il y a des drones. Donc, sur la partie supérieure de l'écran, on peut voir le nom du drone s'afficher, ici même, et un pourcentage à droite qui indique à quel point le drone est proche ou pas de la position où nous nous trouvons. Quant à la partie inférieure, et ce qu'on voit ici même, c'est le signal en fait qui est intercepté par le drone et l'image que voit même celui qui est en train de piloter le drone. Donc on voit si on est dans le viseur ou pas, si on est une cible. Exactement. Et c'est là où cet intercepteur devient intéressant et important. Si jamais, par malheur, on voit l'image de notre voiture vue de haut, ça voudrait dire qu'on est potentiellement la cible d'un drone russe. Et là, la première réaction à avoir, la première consigne, c'est de sortir immédiatement de la voiture et d'essayer de trouver refuge quelque part, puisqu'on serait dans le viseur justement de ces pilotes russes. Un outil indispensable, on comprend très bien. Juste pour savoir, un engin comme ça, tous les Ukrainiens en ont, c'est facile d'en acquérir un. C'est une production ukrainienne. Ça commence à être utilisé de plus en plus, surtout par les soldats. Donc, les soldats l'utilisent beaucoup. Et nous, on l'a eu en tant que journaliste, on nous l'a prêté. Donc, il y a c'est mis à disposition des journalistes, mais les citoyens n'en ont pas aussi facilement. Alors, on aime bien s'intéresser dans ce rendez-vous à ce qu'on voit évidemment en premier plan, mais ce qu'il y a aussi autour et derrière. C'est pas très visible. Moi, j'ai reconnu la scène. Il y a des piliers électriques, j'imagine, sur les côtés de la route, avec des espèces de filets qui apparaissent au-dessus. On l'a déjà raconté à plusieurs reprises sur ce plateau. Souvent des filets de pêche pour se protéger des drones, c'est ça ? Absolument. C'est des filets anti-drones dont certains ont été même envoyés de pêcheurs bretons pour être utilisés en Ukraine. Ce qu'on voit là, c'est justement une des routes qu'on avait prises pour partir de Kharkiv jusqu'au dans le Donbass. Et c'est des espèces de tunnels qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres, des tunnels où on voit ces abris anti-drones. Et c'est justement sur cette vidéo que j'avais tournée moi-même, on verra comment on peut voir, peut-être si on peut voir la vidéo, cette route justement avec ces couloirs d'anti-drones. Et là, il faut vraiment rouler à vive allure, à très vive allure, puisque c'est une des routes les plus dangereuse du Donbass qu'on avait prise pour se rendre de Kharkiv jusqu'à Kramatorsk. Il faut rouler à très vive allure puisque cette zone-là est extrêmement exposée. Et même avec ces filets de drones, on ne peut pas considérer que le danger est complètement écarté, puisque on voyait à des endroits même de cette route des voitures calcinées et qui ont été justement la cible de ces drones russes. Voilà, j'imagine que c'est quand même une route stratégique et qu'on est forcé à un moment donné d'emprunter si on veut se rendre au plus près Exactement, on avait front. Le choix ou de prendre cette route qui était exposée mais dangereuse, ou de prendre d'autres routes mais qui étaient presque impraticables avec des immenses nids de poules et de la neige. Voilà, le dilemme auquel on fait face quand on est ukrainien, bien sûr, et quand on est journaliste aussi et qu'on veut couvrir au plus près ce conflit. Vous vous êtes justement rendu dans le Donbass, dans ces régions qui se retrouvent au plus près des lignes de front. Parlez-nous de ce que vous y avez vu.
dans une ville comme Kramatorsk, dont on a beaucoup parlé ici, et qui est dans la ligne de mire de l'armée russe depuis le début de l'invasion. Ça fait 4 ans maintenant. Hein. Absolument. Il y a plusieurs itinéraires pour pouvoir arriver à Kramatorsk. Comme je l'ai dit, on a pris cet itinéraire le plus exposé. Mais tout cela pour dire que Kramatorsk, aujourd'hui, peut être considéré comme une ville qui est presque coupée du reste. On la voit ici, bien à l'est. Hein. Exactement. Donc, c'est ce chemin-là qu'on avait pris pour arriver jusqu'à Kramatorsk. Ça fait combien de temps de route, à peu près, entre Kharkiv et Kramatorsk ? 5-6 heures de route. Il faut compter 5-6 heures de route. Pour pas beaucoup de kilomètres. Mais justement, d'où cette difficulté de traverser. Kramatorsk, c'est une ville importante dans la ligne de mire, comme vous l'avez dit, de l'armée russe. Rappelons-nous, en 2022, elle a été la cible, la gare de Kramatorsk, qui a été la cible d'un missile balistique russe qui avait fait à l'époque 60 blessés parmi les civils. Et l'armée russe tente par tous les moyens justement de s'emparer de cette ville. Elle continue de grignoter justement tous les villages et les villes qui sont tout autour en essayant de se rapprocher. Kramatorsk, c'est la ville principale qui reste sous contrôle ukrainien dans tout le Donbass, puisque 90% du Donbass est sous contrôle russe actuellement, et Kramatorsk échappe à cette règle. Sur les 156 000 citoyens et habitants de Kramatorsk, il n'en reste que le tiers aujourd'hui. Et c'est justement en arrivant à Kramatorsk qu'on a rencontré certains des déplacés qui essayaient de fuir la ville. Et on a réussi à recueillir certains témoignages que je vous propose d'écouter. Lorsque nous avons été bombardés récemment par des obus d'artillerie et des missiles, les conduites de gaz ont explosé et des arbres de 50 mètres ont été arrachés de leurs racines. À la place de ma maison, il n'y a plus qu'un immense cratère. J'ai survécu par miracle. Nous n'avons plus de gaz. Comment peut-on survivre dans des pièces froides, sans chauffage? On ne peut même pas se réchauffer avec une tasse de thé. Alors ça, c'est pour les civils. Qu'est-ce qu'il en est des militaires aussi que vous avez pu rencontrer? Leur état d'esprit après 4 années de guerre, c'est quoi? Nous avons rencontré beaucoup d'unités justement qui sont basées à Kramatorsk, puisque la proportion de militaires par rapport à civils ne cesse d'augmenter dans cette ville. Nous avons rencontré par exemple la 93e brigade, et c'est cette unité qui est spécialisée dans la fabrication de drones à fibre optique. Les drones à fibre optique, donc, qui sont utilisés de plus en plus souvent par l'armée ukrainienne, puisqu'on n'arrive pas à brouiller le signal de ces drones-là. Ces unités-là jouent un rôle crucial dans les combats qui ont lieu en ce moment. Les soldats auxquels on a parlé sont très optimistes. Ils continuent à croire à ce qu'ils font et à l'importance de ce qu'ils font, mais c'est surtout la question, et c'est cette innovation. Il faut sans cesse s'adapter et innover dans cette guerre, et justement, que ce soit pour apporter du secours, apporter du ravitaillement, pour sortir des zones de conflit et des lignes de front. Et justement, on avait rencontré même des soldats qui étaient restés sur place pendant de longs mois. Un soldat qui avait été décoré pour acte de bravoure et qui était resté pendant de longs mois, puisque la ligne de front était même moins exposée que les lignes qui étaient à l'écart, puisqu'elle était sujette à des frappes de drones. Elle est impressionnante quand même, cette image, je ne sais pas si on peut la revoir, de ces drones empilés les uns sur les autres, les Ukrainiens qui sont quand même devenus experts en la matière. Là, on les sollicite même en ce moment pour le Moyen-Orient. Hein. Tout à fait. Il y a un vrai savoir-faire qu'ils essayent de mettre à profit, que ce soit dans l'interception des drones. Voilà, cette image-là est impressionnante. Tout à fait. Et on a vu même ces drones être fabriqués dans un petit atelier avec des imprimantes à 3D et des drones qui sont fabriqués et utilisés sur le terrain. Et justement, que ce soit pour contrer des drones Shahed ou même pour attaquer les soldats russes. Voilà, les drones iraniens, de fabrication iranienne, les drones Shahed. Vous avez également pu vous entretenir, Tarek, avec des soldats étrangers, ceux qui ont rejoint l'armée ukrainienne, et notamment des soldats originaires d'Amérique du Sud. Ça fait loin quand même, hein. Absolument, d'Amérique latine, et surtout des combats colombiens. Il y a beaucoup de soldats colombiens qui viennent prendre part à cette guerre. A priori, on se dit pourquoi des soldats colombiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette guerre-là et justement, c'est en discutant avec ces soldats qu'on a appris
les vrais motifs du choix de combattre du côté de l'armée ukrainienne. Ce soldat, par exemple, c'est un ancien agriculteur qui avait fait son service militaire en Colombie, qui a toujours été fasciné et passionné par l'armée, par les armes, et qui avait vu sur TikTok une publicité comme quoi il était possible de pouvoir se joindre à l'armée ukrainienne, et c'est ce qu'il a fait. Un autre soldat paraguayen, cette fois-ci, pour les mêmes raisons, mais en tout cas, il croit véritablement à ce qu'ils font. Ils combattent, c'est des guerriers, des soldats aguerris qui ont fait leurs preuves en Colombie ou au Paraguay et qui font la différence sur le terrain. Et on l'a vu dans certaines unités où ils travaillent même avec un interprète ukrainien pour pouvoir communiquer facilement avec ces équipes. Et je vous propose justement d'écouter ce qu'ils ont à dire. Guerrero qui est colombien et Caballo qui est paraguayen. J'ai toujours aimé faire partie de l'armée et j'en ai apprécié les aspects positifs. Pas celui où j'ai été témoin de violences contre des familles et des civils, car la manière dont nous combattons ici est censée servir un pays qui en a réellement besoin. Je crois que c'est aussi ma guerre ici, parce que le Paraguay a subi la même oppression que celle que connaît aujourd'hui l'Ukraine. Le Paraguay a vu l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil s'unir contre lui pour tenter de l'anéantir. Et le Paraguay n'était qu'un petit territoire, tandis que les autres étaient pratiquement un continent. C'est ce qui correspond exactement à ce qui se passe ici aujourd'hui. Je porte en moi le sang de mes ancêtres combattants, et moi aussi je suis venu soutenir cette nation opprimée par un dictateur. Bon, pour conclure cette séquence, Tarek, la vie tente de reprendre tant bien que mal, même dans les villes quand même qui sont proches de la ligne de front. Ça, c'est intéressant de le dire. C'est le cas notamment à Kharkiv où il y a une forme de résistance culturelle qui est en train d'émerger. Tout à fait. À Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine et qui se trouve à presque 30 km de l'une des lignes de front. Très Kharkiv, à l'est donc. Très à l'est et qui est la cible de frappes russes quand on y était, que ce soit de drones, de missiles balistiques, les bruits de bombardements qu'on entend. Mais Kharkiv qui essaye aussi de résister, ville très résiliente et à travers aussi ces manifestations culturelles. On a assisté à ce ballet très intéressant, une représentation du ballet donc de Gisèle d'Adolphe Adam, un ballet qui avait été donné le 22 février 2023, donc à la veille de 2022, donc à la veille de l'invasion russe de l'Ukraine et qui était censé voilà être donné plusieurs fois par la suite, voilà, et qui a été interrompu. Et là, c'est pour la première fois que ce ballet a été redonné alors qu'on était à Kharkiv, mais pas dans la salle principale de l'opéra de Kharkiv, mais dans les sous-sols. Les sous-sols, donc, qui sont à l'abri de ces bombes russes. Inutile de dire que la salle était pleine à craquer. Les artistes étaient extrêmement émus de pouvoir voilà, se donner à nouveau devant leur public. Et justement, cette manifestation culturelle, que ce soit des concerts ou des ballets ou de l'opéra, figure sur l'agenda de Kharkiv de manière assez régulière. Ça me fait notamment penser à cette violoniste de Kharkiv qui jouait dans les sous-sols au début de la guerre. Exactement. Et qui appartenait à l'orchestre de Kharkiv. Une vie culturelle très forte malgré la guerre et évidemment une scène hors du temps dont vous nous témoignez. Merci beaucoup Tarakay pour ce retour de terrain. La guerre en Ukraine, conflit oublié en ce moment, passé au second plan en raison du conflit au Moyen-Orient. On vous en reparlera d'ailleurs demain avec notre invité du jour. On s'intéressera à ce conflit en Ukraine et